désolée de ne pas apporter à votre attention des nouvelles extrêmement positives. Donc, le service européen Copernicus a communiqué aujourd'hui sur le niveau de réchauffement observé à la surface de la Terre, qui dépasse pour les derniers 12 mois 1,5 degré de plus que le climat pré-industriel. C'est la première fois que c'est atteint sur une période de 12 mois. On s'attend à, si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne diminuent pas très fortement, on s'attend à ce que ça se répète et que ce soit quasiment une année sur deux aux alentours des années 2030. Et ça voudrait dire à ce moment-là qu'on a échoué à tenir l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, qui est de contenir le réchauffement largement sous 2 degrés et l'aspiration à le limiter à 1,5 degré. Donc le réchauffement se poursuit. Les conséquences du réchauffement s'intensifient à l'échelle planétaire comme dans chaque région. Donc quelques exemples. Une accélération du rythme de montée du niveau de la mer. Et je prends un exemple dans le contexte français. Donc le niveau de la mer qui monte, c'est l'océan qui se réchauffe et gonfle. Ce sont les glaciers qui reculent, le Groenland et l'Antarctique qui perdent de la masse. Ce point-là est important parce que ce sont les composantes lentes du climat qu'on met en marche, l'océan profond, les calottes, qui commencent à réagir et qui vont réagir pendant longtemps. Donc ça va imposer de faire face aux conséquences de manière inéluctable. Et à Cayenne, par exemple, une étude récente du BRGM a montré qu'on a, donc Cayenne en Guyane, on détecte une augmentation des inondations chroniques à marée haute par beau temps, comme on le voit en Floride. C'est une des conséquences de la montée du niveau de la mer. Davantage d'inondations chroniques à marée haute, une augmentation des records de niveau marin lors des tempêtes, l'érosion des côtes sableuses, plus des intrusions d'eau salée. Les enjeux sont considérables. On n'en voit que le début. Ça n'est pas bien intégré, par exemple, dans la stratégie RSE des entreprises, pour se préparer aux conséquences d'un climat qui se réchauffe. Et on voit que les politiques publiques peinent à mettre en œuvre des réponses pour les littoraux à hauteur des enjeux. Ensuite, on a également sur les continents donc toutes les caractéristiques d'un climat qui se réchauffe que l'on observe. Et rien que sur les derniers 5 ans, en métropole, comme dans les Outre-mer, on l'a bien vu, augmentation des extrêmes chauds, avec actuellement des records de température, notamment du côté des Caraïbes, jour et nuit. Augmentation des pluies extrêmes. On voit aussi la difficulté à gérer les conséquences d'inondations. Augmentation également des sécheresses agricoles et leurs conséquences sur les rendements agricoles, notamment. Donc des conséquences qui sapent en fait l'activité économique. Je pense notamment à la région du sud-ouest de la France et puis du côté de Barcelone, qui fait face à des situations graves de pénurie d'eau, ou Mayotte. Aujourd'hui, Santé publique France a rapporté une évaluation de la surmortalité en France pour l'été dernier avec les vagues de chaleur intenses. Vous êtes à Grenoble ? Donc plus de 40 degrés sur le campus universitaire mi-août. La température la nuit qui n'est pas baissée en dessous de 30 degrés. Je ne sais pas si vous y étiez, ma fille y était. C'était pas évident. Donc une surmortalité d'à peu près 5000 personnes, un quart de moins de 75 ans en France, qui montre la difficulté finalement à protéger notamment les plus fragiles. Donc un changement climatique dont on voit qui s'intensifie et qu'il atteint en fait des limites aux capacités de réponse et donc des pertes et des dommages qui s'accentuent, notamment en fait pour les communautés, les régions les plus fragiles. Ce que j'aime bien aussi souligner, c'est une action pour le climat qui monte en puissance. Le fait qu'on a réussi à éviter d'émettre 4 à 8 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an dans l'atmosphère, donc par un ensemble de politiques publiques, notamment d'innovation, d'efficacité, d'action par rapport à la déforestation, mais des émissions qui continuent à monter plus lentement qu'avant, notamment pour le CO2 lié aux énergies fossiles, mais qui continuent à monter. Donc on n'est pas encore à un pic et une baisse nette des émissions dans le monde, et des concentrations atmosphériques qui continuent à augmenter. Donc on est sur une situation, en fait, pour moi, d'aggravation des risques physiques liés au changement climatique et des réponses qui ne sont pas à hauteur des enjeux, ni sur les causes, les émissions de gaz à effet de serre, ni sur les conséquences par rapport à des transformations portées maintenant pour se préparer aux aléas et aux risques climatiques à venir et les contenir. Et ces réponses sont peut-être justement les leaders de demain qui les donneront. On a vu tout au long de cette journée que les jeunes étaient de plus en plus engagés, que la formation aussi, que les établissements d'enseignement supérieur s'engageaient aussi sur ces sujets-là. Au BNEM, vous avez lancé une étude sur le ressenti finalement des étudiants face à cette formation, aux enjeux de soutenabilité, durabilité, vous me direz le mot qu'on utilise. Alors, elle n'est pas encore parue, elle paraîtra
débattra dans quelques semaines. Est-ce que vous pourriez déjà nous en donner quelques lignes directrices ? Avec le Bureau national des étudiants en école de management, donc, qui représente et réunit les étudiants de toutes les grandes écoles de management en France, nous avons lancé une enquête sur la perception des enjeux écologiques par les étudiants au sein de leur parcours académique et dans les grandes écoles. Et donc nous pouvons en tirer quelques lignes directrices, même si nous n'avons pas encore sorti les résultats officiellement. En effet, 2/3 des répondants s'accordent pour donner une grande importance, en tout cas à ces enjeux de transition écologique. Donc c'est large, en effet, mais on peut dire qu'il y a une véritable conscience des étudiants, qu'il y a vraiment un enjeu véritable face à ces réalités, ces constats qui ont été évoqués. Et donc, on peut parler d'une conscience, mais dans les faits, lorsqu'on pose la question, par exemple, du critère de choix de leurs écoles, au moment d'intégrer les grandes écoles de management, le critère de la transition écologique dans le parcours académique, dans le fonctionnement de l'école, n'est pas le premier des critères. On reste sur le critère des classements, de la renommée internationale, du réseau. Donc, en effet, il y a une conscience, mais au moment de faire les choix, ça n'est pas la priorité. Toutefois, lorsqu'on leur demande leur ressenti par rapport à leur parcours académique, 70% des répondants, ça a déjà été cité en début d'après-midi, souhaitent avoir des cours véritablement dédiés et sur des bases scientifiques et adaptés à leur cours et à ce qu'ils apprennent sur la transition écologique dans le tronc commun. Donc en effet, il y a une nécessité d'avoir des cours dédiés, des parcours spécialisés. Pour notre part, avec Ania et moi, on suit une spécialisation dans la transformation durable. Mais il y a aussi une nécessité d'intégrer ces enjeux dans tous les cours, de véritablement changer les syllabus, d'intégrer, pas de façon saupoudrée, mais véritablement concrètement au sein des cours, pour éviter en fait toute dissonance, ne pas avoir un cours dédié à la RSE, à la transformation, à la sustainability, et derrière avoir des cours business as usual qui font qu'on a une véritable dissonance pour les étudiants. Et donc, mon point de vue personnel, donc là c'est par rapport au BNEM, c'est que, en effet, si on ne donne pas les clés en main aux étudiants d'aujourd'hui qui sont futurs leaders, comme on peut dire ici, de demain, pour lutter contre... On parle en fait de plus en plus d'éco-anxiété face à tous les faits de l'actualité, tout ce qu'on peut entendre, et donner les cartes, les clés au sein d'une formation, concrètement, comment faire, ça permet de lutter contre cette éco-anxiété. Mais on a aussi une forme d'éco-fatigue qui peut venir de la part d'autres personnes qui se disent « j'ai tellement d'informations », et on ne me dit pas concrètement qu'est-ce que je peux faire, comment je peux changer les choses. Donc en fait, on a les plus engagés qui vont être éco-anxieux et ceux qui voudraient s'engager mais qui se disent trop d'infos, je peux rien faire. On peut parler d'une éco-fatigue. En fait, je le vois autour de moi, donc c'est vraiment de mon point de vue personnel, c'est que pour faire éviter cette éco-fatigue et cette éco-anxiété, mettre en place des choses concrètes et intégrer véritablement ces sujets-là dans nos cours, ça permet d'avancer dans le bon sens. Je vous vois acquiescer à tout ce que dit Dany. La dernière fois que j'étais dans ces locaux de l'OCDE, il y a quelques mois, c'était pour présenter le rapport de synthèse du GIEC de 2023, qui en fait montrait à la fois la gravité de la situation actuelle, les futurs possibles et l'urgence à changer d'échelle, mais aussi les leviers d'action disponibles en termes de gestion de risque, en termes d'adaptation, mais aussi en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec un potentiel technique qui, s'il était entièrement déployé, pourrait permettre de diviser par 2 les émissions mondiales à horizon 2030, en jouant sur en gros 3 leviers d'action, l'innovation technologique, les solutions fondées sur la nature, la capacité à renforcer le stockage de carbone, et puis la maîtrise de la demande, efficacité, sobriété selon les contextes. Donc on voit qu'en fait il y a un potentiel technique qui n'est pas déployé, et également il y a souvent un manque d'une part de littératie climatique, c'est-à-dire bien comprendre en fait les causes, les conséquences, maîtriser un certain nombre d'outils type analyse en cycle de vie qui permettent en fait de poser un diagnostic juste, et d'autre part dans cet enjeu de littératie climatique, c'est comprendre quels sont les leviers d'action et arriver à identifier ceux qui peuvent être pertinents pour différents complexes et la complexité de les mettre en œuvre, puisque finalement on voit bien aujourd'hui les difficultés à construire des transitions qui soient justes, notamment sur des approches systémiques qui impliquent l'ensemble des acteurs et les plus fragiles notamment. Et la solution, c'est de faire venir des experts du climat dans les écoles, par exemple ? Alors la solution, en fait, elle est multiple.
Je pense qu'une réflexion d'ensemble à l'intérieur des écoles sur à la fois l'offre de formation initiale continue, les compétences qui ont manqué aux jeunes diplômés des générations précédentes dans leurs fonctions pour arriver à les apporter, ça c'est propre à chaque formation, il me semble. Il y a souvent ce retour de compétences qui ont manqué, de devoir apprendre un peu sur le tas. Et donc comment on peut gagner du temps par ce retour d'expérience des besoins concrets dans les différents secteurs d'activité. Après, il y a aussi les réflexions d'ensemble sur la recherche qui peut parfois être faite, la mise en cohérence. Et ce que moi j'ai entendu, moi je suis plutôt proche du côté formation, on va dire scientifique, technique, école d'ingénieur que école de commerce, c'est notamment le fait d'avoir la formation des enseignants eux-mêmes, qui souvent en fait ont besoin eux-mêmes de réactualiser leur base de connaissances, de compétences, pour pouvoir construire des enseignements pertinents, ce qui prend du temps. Donc comment on dégage ce temps et comment on permet d'avoir une réflexion structurante de fond, que ce ne soit pas du saupoudrage ou du vernis, mais que ce soit un travail solide. Et puis ce que j'ai eu aussi souvent comme retour, moi, d'élèves d'école de commerce, c'est en fait le besoin de compétences solides sur des métiers spécifiques, et notamment à l'angle des achats, par exemple, pour pouvoir porter des stratégies d'achat vert d'ensemble, public aussi. Et puis l'autre chose, c'était une capacité à discerner ce qui est une approche solide, y compris sur des études de cas, par rapport à toutes les formes de greenwashing qui sont présentes. Il y a une attente en fait de trouver une forme de véracité dans le diagnostic et l'analyse qui peut être portée, au-delà des efforts de marketing qui parfois construisent des rideaux de fumée par rapport à ça. Et pour pouvoir analyser tout ça, ça nécessite une certaine culture générale aussi climatique, environnementale, et de connaître beaucoup de tout ce qui se passe en tout cas dans les sujets d'actualité. L'actualité est très foisonnante cette année en matière climatique. Vous aviez des questions justement, Ania, je crois. Le premier sujet étant celui des COP dont on parle beaucoup. Quelle est votre question? Alors, concernant la COP et concrètement la COP 28, on voudrait savoir tout d'abord c'est quoi vos réflexions face à les résultats de la COP, et notamment concernant les engagements pris pour sortir des énergies fossiles, mais des engagements pris sans date fixée ni contrainte particulière. Selon vous, quelles conséquences cela aura sur notre capacité à atteindre le net zéro d'ici 2050, comme le recommande le GIEC? Alors, donc la COP28 fait partie d'une série de COP qui ont et seront hébergées par des pays étroitement liés à des enjeux liés aux énergies fossiles. COP27 en Égypte, COP28 aux Émirats arabes unis, COP29 en Azerbaïdjan, COP30 au Brésil et 31 en Australie. Donc en fait, certains proposaient d'autres terminologies, conférences des pays de l'OPEP, regardant les enjeux climat. Les conflits d'intérêts ont été très présents, y compris au niveau de la présidence de la COP. On voit la faiblesse du cadre onusien, où on peut être président d'une compagnie pétrole et gaz nationale et mener les négociations pour le climat, avec une présence très grande de multiples acteurs de ce secteur, comme également du secteur de l'agro-industrie. Après, donc, en ce qui concerne les décisions de la COP, il y a un certain nombre d'avancées qui ont été soulignées, notamment le fait d'esquisser ce que sont les ingrédients d'une transition énergétique. Donc c'est vraiment le point qui était esquissé, abordant pour la première fois, donc au bout de 28 COP, explicitement les énergies fossiles, dont je rappelle qu'elles sont à l'origine de 90% des émissions de CO2 et quasiment un tiers des émissions de méthane, et qui jouent un rôle déterminant dans le réchauffement à ce jour et futur. Alors, si on regarde de manière optimiste cette décision de la COP, c'est l'analyse qu'a faite notamment l'Agence internationale à l'énergie, qui a supposé que notamment l'effort de tripler les renouvelables à horizon 2030 et doubler le rythme de gain d'efficacité énergétique se réalise. C'est surtout ça qui compte. Dans ce cas-là, en fait, cette décision pourrait permettre de réduire d'à peu près 10% à horizon 2030 les émissions de CO2 du secteur des énergies fossiles. Donc ce n'est pas négligeable. Si on voulait être sérieux et limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre devrait baisser d'environ 27% à horizon 2030. Et si on voulait limiter le réchauffement proche d'1,5 degré, c'est plutôt de l'ordre de 45%. Donc on voit qu'il y a un effort qui avance, qui va au-delà des engagements des différents pays précédents, c'était faible, mais qui n'est pas encore suffisant.
Ce que je note aussi, c'est que le système alimentaire dans son ensemble, il pèse à peu près un tiers des émissions, y compris les énergies fossiles utilisées. Il est peu abordé à l'angle de la décarbonation du tout. Il est juste mentionné à l'angle des enjeux d'adaptation ou pertes et dommages. Donc on voit la difficulté à prendre à bras-le-corps cette thématique-là au-delà de la seule énergie. Et puis il y a également des faiblesses qui ont été introduites dans même le texte de la décision, comme vous l'avez indiqué, donc pas d'objectifs chiffrés, pas d'horizon temporel. Bon, ça c'est ce que les pays sont prêts à mettre sur la table. Une COP ne reflète que le plus petit dénominateur commun et ce que les uns et les autres sont prêts à mettre. Les énergies de transition sans définition explicite, ça c'est une vraie faiblesse, au sens où par exemple le gaz fossile, s'il se substitue au charbon sans fuite de méthane, peut apporter un gain, comme ça a été montré aux États-Unis par exemple, 2005 actuellement. Par contre, s'il y a un taux élevé de fuite à l'exploitation, à la distribution, et que ça n'est pas en substitution de charbon, c'est juste une énergie fossile en plus qui va réduire la marge de manœuvre résiduelle. Voilà, donc ça fait partie des choses qui me semblent importantes à noter. Et par ailleurs, donc, une autre avancée qui était attendue depuis longtemps à l'angle de la justice climatique, c'est la mise en place d'un fonds pour les pertes et dommages. Donc, en gros, vous avez les pays historiquement industrialisés qui ont une responsabilité forte. La France, elle est dans le top 10 des émissions cumulées historiques. Et puis, vous avez les grands pays émergents qui tirent à la hausse les émissions actuelles. Et à peu près la moitié de la population mondiale qui contribue pour rien aux émissions historiques ou actuelles, mais qui vit dans des contextes hautement vulnérables, où justement il y a un manque de capacité à faire face aux conséquences du réchauffement. D'où l'importance en termes de justice climatique de ce mécanisme, qui n'est pas la même chose que l'adaptation, qui est quand on est touché par une catastrophe liée au changement climatique, comment on reconstruit, comment on repart, ne serait-ce que pour les services publics minimums ou des aspects de ce type-là. Donc ce fonds a été mis en œuvre, c'était une attente de longue date, mais les financements qui sont apportés en tout sont d'environ 700 millions de dollars. Donc c'est des contributions volontaires, la Chine ne contribue pas pour l'instant. Les États-Unis, premier émetteur historique, ont mis sur la table 17 millions de dollars. Vous voyez que c'est faible. On estime que les besoins, en fait, simplement pour la résilience, la reconstruction post-dommages graves, seraient de l'ordre de 100 à 400 milliards de dollars par an à partir des années 2030. Vous voyez aussi ce décalage, en fait, entre des petites avancées et puis l'ampleur, finalement, des risques qui sont présents. Et du coup, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de constructif de la prochaine COP alors ? Je n'ai pas encore, moi, d'analyse approfondie. Ce que j'ai fait pour la COP28, c'est que j'ai lu tous les textes de la décision, tous les engagements annexes. J'en ai fait un séminaire avec mes collègues et puis une tribune dans Le Monde pour porter cette grille d'analyse factuelle, en fait, des avancées et puis du décalage par rapport à ce qui serait nécessaire. Et voilà, et je pense que ce type d'analyse ou d'évaluation, c'est important de l'intégrer aussi dans des cursus de formation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il me semble qu'un point important maintenant, c'est quand on intègre les enjeux climat, géostratégiques dans des formations, c'est d'arriver à des compétences qu'on puisse mesurer, reconnaître et valider. Pas simplement un truc superficiel, on a entendu parler des choses, mais qu'on soit capable de positionner, je ne sais pas moi, un secteur d'activité par rapport à ses engagements internationaux, par rapport aux politiques européennes ou autres, pour arriver à avoir des éléments de repère précis, ou faire des stress tests climat, par exemple, pour tout le secteur des actuaires, des investisseurs, d'être capable d'évaluer les risques d'actifs échoués, pas seulement au sens de la transition hors des fossiles, mais les risques d'actifs échoués quand on investit dans un endroit où on sera affecté par les risques physiques également. Donc finalement, il y a un gap entre ce que disent en tout cas les avis d'experts et la volonté politique. Je crois que vous aviez une question sur ce sujet-là. On a beaucoup d'actualités qui reviennent tous les jours sur les sujets enjeux, énergie, climat, changement climatique, etc. Et que, pour notre part, Anya et moi, nous les suivons, mais difficile de pouvoir dire ce qui est mis en place, ce qui est fait. Souvent, autour de moi, on me dit « Ah, encore une COP ». Donc, je ne leur dis pas qu'on a aussi une COP sur la désertification et la biodiversité cette année, parce qu'ils vont être perdus. Mais en fait, beaucoup d'informations, et je pense que oui, le traité en cours, pouvoir en discuter concrètement, ce serait un apport important, un sujet d'actualité, en fait, qui les concerne, mais voilà, beaucoup d'informations à intégrer. C'était pour juste rebondir sur ce qui avait été dit. Et au-delà des engagements pris, donc notre question en politique, auprès des entreprises, sur leur stratégie de décarbonation, etc.,
En fait, ces engagements et politiques actuelles ont été jugées insuffisantes par le GIEC pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, comme on disait tout à l'heure. En fait, comment faire face à cela? Nous-mêmes, en tant qu'étudiants, quand j'entends ça, je me demande qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire face à cette forme de fatalité? Donc, je pense qu'il y a cet enjeu important. Donc, d'abord, le GIEC, lui, ne fait pas de recommandations, d'ailleurs. Il évalue simplement l'état des connaissances. Par exemple, pour chaque levier d'action, le potentiel, les limites, l'éco-bénéfice, les effets indésirables. Il ne définit pas de feuille de route. Et donc, ces évaluations, elles sont conditionnelles. Par exemple, si on voulait respecter les objectifs de l'accord de Paris, voilà ce qui serait nécessaire de faire, voilà les possibilités pour le faire ou pas, les limites. Mais ça reste à ce niveau-là. Et c'est vrai que souvent, c'est un peu hors sol par rapport aux besoins concrets qu'on peut avoir à l'échelle nationale, à l'échelle d'une collectivité locale, pour un secteur d'activité particulier. Donc pour moi, ça s'articule aussi assez bien avec d'autres approches, par exemple ce qu'on fait au niveau du Haut Conseil pour le climat à l'échelle nationale, qui examine en fait la cohérence des engagements de la France avec sa responsabilité historique, sa capacité à agir, la stratégie commune européenne et sa déclinaison, qui fait le suivi en fait des politiques publiques, leur efficacité, leurs limites, qui souligne aussi en fait les possibilités d'accélérer dans différents secteurs, plutôt à l'angle des politiques publiques. Et il existe également des travaux prospectifs de ce type dans différents secteurs d'activité, pour différentes catégories d'entreprises, dans le secteur notamment de la finance par exemple, avec une analyse aussi des réorientations nécessaires de financement et des mécanismes qui pourraient permettre de sortir en fait les investissements des secteurs très émetteurs pour faciliter justement les ruptures vers tout ce qui permet de décarboner ou renforcer la résilience. Et donc je pense qu'en fait, arriver à se projeter dans cela, c'est-à-dire pas seulement une vision de voilà les politiques publiques telles qu'elles sont si on extrapole la situation où on sera en 2050, mais par exemple être capable de se projeter dans un secteur d'activité donné vers la neutralité carbone. Qu'est-ce qui peut être obtenu dans 10 ans, dans 20 ans? Donc 10 ans, c'est sur la base des solutions techniques qui existent aujourd'hui, leur mise en œuvre. Après, il y a toute la prospective sur les efforts de recherche, de développement, et ce qui pourra être rendu accessible dans 10 ans, dans 20 ans. Comment ça peut s'articuler dans une vision de projection sociale, économique. Et je pense que cet exercice en fait, de jeu sérieux de projection, il peut permettre de donner corps, sens à ce que c'est une économie décarbonée, le jeu des différents acteurs, les enjeux aussi de se positionner parfois plus rapidement parce que ce sera une compétition très forte. Moi, j'ai aucun doute que dans tous les secteurs d'activité, quand un industriel, une entreprise de service va arriver avec quelque chose de performant, ça va se déployer. On aura beau mettre des obstacles, des taxes douanières et tout le reste, ça va se déployer. Et donc du coup, l'enjeu, c'est aussi arriver à se positionner suffisamment tôt pour pas simplement qu'en France, on soit les clients de trucs bien faits ailleurs qu'on importe, mais avoir aussi une capacité en fait, de production industrielle, capter la valeur ajoutée, l'emploi. Et donc cette réflexion en fait, stratégique, structurante, c'est important d'arriver à la porter dans des exercices, même au niveau de la formation, avec des acteurs de ces différents secteurs. Et je pense que c'est quelque chose qui peut donner sens à un projet professionnel. Quand on est au début, on sort de sa formation, quand on est au début, qu'on commence à se projeter sur différents métiers dans différents secteurs, il y a ce besoin d'arriver à partager une vision et après arriver à la porter, la décliner dans le temps. Je peux donner un exemple en fait, que je trouve intéressant. Il y a quelques mois, on m'avait invité à intervenir devant les top 100 managers d'une entreprise multinationale impliquée par exemple dans les pneumatiques. Et donc c'était intéressant parce que quand on produit des pneumatiques, je prends cet exemple, il y a toute une capacité industrielle et donc ce qui était bien intégré, c'était les enjeux de décarbonation avec ce qui peut être déployé maintenant, notamment avec l'efficacité vu le prix de l'énergie, donc des choses en fait qui peuvent être déployées rapidement, puis après une identification des ruptures à soulever pour arriver vraiment à décarboner de l'industrie lourde. C'est pas tout de suite en fait, Il y a plusieurs pistes qui sont explorées et donc du coup c'est comment une entreprise peut décliner une vision stratégique avec plusieurs options possibles en se projetant dans la concurrence avec les autres acteurs. Et moi ce qui m'a frappé, c'est que finalement si on veut produire par exemple des pneumatiques, on a besoin de matières premières, la moitié c'est du latex produit par des EVA. Or, dans un climat qui se réchauffe, on a des conditions nouvelles
qui vont émerger dans les régions tropicales, notamment des conditions plus chaudes, qui sapent en fait la capacité de production des arbres. Donc les aires propices peuvent se déplacer. Donc pour moi, les choses intéressantes à anticiper, c'est par exemple la concurrence entre des aires de montagne aujourd'hui protégées pour la biodiversité, mais qui demain seraient peut-être plus propices parce qu'un peu plus hautes pour la production industrielle de latex par des cultures d'EVA. Donc comment l'anticiper? Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement l'industriel lui-même, il est en bout d'une chaîne, où au début de la chaîne, ce sont des petits producteurs, des coopératives, et puis derrière, il y a tous les enjeux de responsabilité sociale, environnementale, sans forcément être maître de ce qui est fait à l'échelle des décisions de petits producteurs, par exemple, dans d'autres pays. Et je pense que ça illustre bien, en fait, le besoin d'arriver à se projeter, pas simplement sur, voilà, en Europe, il faut qu'on soit à la neutralité carbone, donc on va devoir anticiper, mais se dire, en fait, on est interdépendant d'une production initiale de cultures d'arbres qui mettent du temps à se mettre en œuvre, c'est un peu comme la viticulture, la culture d'arbres, où on aura des contraintes physiques qui vont émerger, et quelle vision stratégique par rapport à ça, et pas non plus pour arriver à des conflits entre garder une production mais détruire la biodiversité dans des endroits mal protégés ou fragiles parce qu'il y a des enjeux de gouvernance. Voilà, bon, je développe cet exemple-là, mais qui me semble assez pertinent. Et je pense que c'est le besoin du concret qui permet d'avoir une meilleure compréhension, je pense, des choses et de se dire on peut faire bouger les lignes. Et aussi la question qu'on se posait, les engagements et politiques publiques actuellement prises, même au niveau des entreprises, c'est surtout, enfin, on a l'impression que c'est beaucoup de décarbonation, de limiter ses émissions, mais peut-être un manque d'adaptation, parce que ça devient une réalité avec de nombreux risques et conséquences. Est-ce que là aussi, c'est pas insuffisant par rapport à ce que le GIEC prévoit? On le voit bien au niveau européen, on le voit bien au niveau français, sa déclinaison nationale, y compris d'ailleurs l'évolution du cadre de la fiscalité, du cadre réglementaire, des quotas, par exemple, dans les différents secteurs, donc avec des enjeux de cap lisibles qui permettent de construire des stratégies à long terme. Et je veux juste illustrer l'importance des politiques publiques. C'est assez frappant quand on regarde par exemple le Brésil et la déforestation. Gouvernement Lula 1, qui est un des exemples de réussite pour arriver à freiner la déforestation. Gouvernement Bolsonaro qui enlève tout, qui interdit même quasiment à l'agence spatiale de mesurer depuis l'espace. D'où l'importance de toujours mesurer, suivre, y compris les zones humides en France, parce que c'est un aspect essentiel. Ne pas rejeter le suivi et la mesure, qui fait partie des choses essentielles pour éclairer des politiques publiques basées sur des inventaires et des suivis. Et puis le gouvernement Lula 2 qui reprend la main et qui remet en place des contrôles efficaces et qui freine à nouveau la déforestation. C'est un exemple assez net qui montre la capacité de l'importance des politiques publiques. Donc on voit sur la décarbonation important. Quand on fait le suivi par exemple de l'action de la France vis-à-vis du changement climatique sur ce point, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à sortir la partie conjoncturelle de la partie structurelle. Donc, par exemple, Covid, compliqué. Rebond, compliqué. Quelle politique de relance a porté ses fruits en accélérant la transition versus le reste? Ensuite, crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine, prix de l'électricité, prix du gaz, injonction à la sobriété en situation de risque de coupure. Qu'est-ce qui porte ses fruits le plus? Est-ce que c'est une vision structurelle de long terme de réduction d'émissions ou le conjoncturel sur la baisse de 2,7% en 2022 en France? 3 premiers trimestres de cette année, de l'année dernière, 2023, une baisse d'à peu près 4,6%, mais pouvoir d'achat fortement réduit. Qu'est-ce qui pèse le plus? Est-ce qu'on n'a pas des risques d'effet rebond, en fait, quand c'est simplement une consommation impossible par rapport à des changements planifiés, construits, mis en œuvre et de nouvelles infrastructures? Donc ce point-là, il est important. Il rend difficile le fait d'évaluer ce qui fonctionne vraiment. Et pour l'adaptation, on y arrive. 2022, vous l'avez vu en France, vagues de chaleur successives, sécheresse grave, feux de forêt, là, avec les inondations. On voit bien qu'on est dans le dur. Donc, le gouvernement français, il veut construire une trame de référence pour l'adaptation. Donc, qu'est-ce qu'il envisage? Sur la base des politiques publiques dans le monde, dépasser 1,5 degré en 2030, 2 degrés en 2050, et puis être autour de 3 degrés en 2100. C'est un scénario raisonnable. Ce n'est pas quelque chose qui regarde les éventualités les pires probables. Donc, ça veut dire en France se préparer à un réchauffement plus important, qui dépasserait 3 degrés en 2050, 4 degrés en 2100 en métropole.
De là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se préparer à quel type de vague de chaleur ? Ce qu'on sait par exemple dans le climat d'aujourd'hui, c'est que la pire canicule à fort impact sanitaire comme 2003, vous vous souvenez ? Eh bien, on sait qu'aujourd'hui, dans le climat d'aujourd'hui, 15 jours, au début août, en région parisienne et ailleurs, ça pourrait avoir 4 degrés de plus. Donc, est-ce que les infrastructures sanitaires, électriques, tout le reste de transport sont aujourd'hui dimensionnées pour ça ? En fait, non. Mais donc, ça veut dire, en fait, à partir de cette idée de trame de référence, arriver à le nourrir et à décrire ce que ça veut dire en termes de facteurs de risque, à anticiper et s'assurer que je sais pas, une infrastructure, une organisation sera résiliente dans ces caractéristiques climatiques, et en regardant pas seulement les choses médianes où on a plus de confiance, mais aussi les éventualités dont la probabilité d'occurrence est faible, mais qui auraient les plus forts impacts. Donc là, en fait, on a besoin de connaissances. Donc ça, c'est ma partie, en fait, le côté service climatique, informer la société. Et on a besoin que ce soit, je pense, ancré dans un cadre juridique. Donc aujourd'hui, je crois, les ministres Le Maire et Béchu ont travaillé avec les acteurs du transport et de l'énergie, essentiellement électricité et voies ferrées, pour qu'eux-mêmes construisent, en fait, nourrissent cette trame de référence pour l'adaptation par rapport à leur propre secteur d'activité. Ça n'est que le début. Et donc l'enjeu pour moi, c'est que le cadre juridique, le cadre du droit devienne plus fort pour que dans tous les secteurs d'activité, finalement, cette trame de référence soit utilisée, y compris pour la viabilité d'investissement. Et probablement, ce qui sera nécessaire, c'est de définir aussi ce qu'on veut éviter, une maladaptation. Donc je vous donne 3 exemples, vous allez voir ce que je veux dire. Canon à neige, adaptation ou maladaptation ? Ça dépend du point de vue, en fait. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'échelle de temps. Ça dépend de la viabilité économique à long terme, du retour sur investissement public. Bassine pour l'eau, adaptation ou maladaptation. Même chose, ça dépend vraiment du contexte, de la viabilité, dans un climat qui continue à changer. Digue, adaptation ou maladaptation. Une digue, ça donne l'impression de se protéger de la montée du niveau de la mer, mais ça peut piéger l'eau douce en cas de forte pluie. Et donc ça peut aussi favoriser des risques complexes en cas d'inondation composite. Ça peut en fait continuer à faire accumuler des biens, des personnes, des investissements avec un faux sentiment de sécurité, parce qu'il y a toujours une limite aux capacités d'une digue, et donc en fait, après coup, augmenter les pertes ou les dommages. Donc ça peut être une maladaptation. Et donc arriver à définir ce que peut être juridiquement une maladaptation, donc qui va verrouiller des pratiques qui de toute façon devront se transformer, qui auraient des effets socialement injustes ou économiquement injustes, ou bien détruire des écosystèmes et perdre leurs services, leurs fonctions, ou bien acter des émissions plus élevées. Ça relève de la maladaptation, mais aujourd'hui on n'a pas un cadre juridique qui permet de dire ce qu'on souhaite éviter et comment on va essayer d'identifier des actions d'adaptation efficaces. Donc là je pense qu'il y a vraiment besoin de changer d'échelle, et je pense que dans le contexte français, on a vraiment des possibilités d'être leader en intégrant en fait les enjeux notamment écosystèmes, les enjeux socio-économiques, les enjeux d'adaptation efficace par le développement de services appropriés. Et on a notamment des grandes entreprises, par exemple dans le secteur de l'eau, dans d'autres secteurs, qui commencent en fait à intégrer ces dimensions de capacité à faire des stress tests physiques, du conseil en fait pour une adaptation efficace. Et ça, je pense que c'est aussi un vivier de compétences et d'emplois qui est important. Et vous parlez du niveau français, il y a le niveau européen, vous parliez aussi de cadre et de réglementation. Alors l'Europe est très forte en termes de cadre et de réglementation. On sait qu'il y a les élections qui arrivent. Je crois que vous aviez une question à ce sujet sur l'impact justement de ces élections. Moi aussi, je voulais rebondir sur la différence que vous avez appuyée entre ce qu'on a pu acquérir avec Lula et ce qu'on a perdu avec Bolsonaro. Et donc finalement, peut-être notre avenir est un peu dicté par les élections. Et je le dis surtout dans le contexte des élections européennes qui arrivent, et peut-être des élections américaines qui arrivent aussi en fin d'année. Parce que nous, en tant que jeunes électeurs, peut-être on est plus susceptibles de voter en fonction de nos préoccupations écologiques. Mais récemment, on a pu voir certains pays affirmer vouloir ralentir dans leurs engagements au climat. Et actuellement, des études statistiques autour des élections européennes
suggère qu'il y aurait peut-être un virage du Parlement européen vers une position plus anti-climat suite aux élections. Et donc, selon vous, les résultats de ces élections-là auront quel impact sur la capacité réelle de l'UE à atteindre ses objectifs climat et à maintenir le Green Deal qu'elle a établi? Et même question au niveau mondial, quel impact cela aura sur l'avenir de tout le monde? C'est une question en fait de sciences politiques finalement que vous posez. La seule chose que moi je peux souligner, c'est par structuration en fait l'importance de l'échelon européen, donc le côté stratégique du Green Deal européen, une évolution de la réflexion il me semble en Europe de l'Est du fait de l'invasion de l'Ukraine, qui montre en fait une Europe qui peut protéger quand elle réagit de manière collective. Même chose pour la gestion de la pandémie, donc des enjeux de souveraineté européenne qui peuvent, sur certains aspects, être alignés avec la transition hors des énergies fossiles, vu que nous n'en sommes pas en fait producteurs à grande échelle, à la différence d'autres régions du monde. Après, donc, ce que je note aussi, c'est que dans un climat qui se réchauffe, qui affecte une grande partie de la population européenne ou de la population d'autres pays du monde, les études en sciences sociales, elles sont intéressantes, parce que ce qu'elles montrent, c'est que les connaissances scientifiques, c'est pas ça qui détermine les valeurs des gens. Le fait d'avoir vécu des événements extrêmes non plus, c'est pas intuitif. Ça donne un sentiment d'insécurité qui parfois va conduire à privilégier un discours sécuritaire, on va dire, et non pas un discours ou une offre politique qui va s'attaquer à une action qui permet d'éviter des risques climatiques qui s'aggravent. Voilà, c'est ce que montrent des travaux en sciences sociales. Moi, ma lecture, elle est aussi que on a un risque extrêmement important sur l'ensemble des politiques liées au changement climatique, qui peuvent être perçues comme injustes, ou sur les conséquences du changement climatique, les pertes et les dommages, qui présentent un risque extrêmement important d'exacerber les inégalités à l'intérieur d'un endroit et entre différents endroits. Les exemples typiques, c'est post-inondation, ceux qui échappent à la mutualisation de risques par les assureurs. Donc c'est extrêmement fragile par rapport aux exploitants agricoles, c'est fragile aussi par rapport aux petites entreprises, par rapport aux artisans, dont une grande partie en fait, des dommages ne sont pas nécessairement couverts. Donc là, en fait, on a un risque de perte nette qui est important. Et donc on a d'un côté cet enjeu à construire des politiques publiques qui soient perçues comme justes, que ce soit pour la mutualisation de risques, la reconstruction, ou sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activité. Et puis on a aussi en fait des discours populistes qui finalement passent sous silence les enjeux climat et présentent les transformations nécessaires comme punitives, en essayant d'opposer, on va dire, liberté quelque part et transformation de société. Et ça demande une réflexion de fond, je pense. Ça demande en fait une réflexion profonde et de mettre sur la table les éléments factuels qui montrent justement, au-delà des jeux d'acteurs multiples, la réalité en fait, notamment des dommages et des risques par rapport à ce climat qui change. Donc oui, les élections, c'est un moment important. C'est important qu'au moment des élections, on ait des espaces de délibération démocratique sur les sujets climat. Moi, ce qui m'avait frappé en France, enfin, c'est peut-être votre cas aussi, c'est lors des dernières grandes élections qui étaient présidentielles et législatives, une absence en fait complète de thématiques liées aux offres, aux choix, ce qui est mis sur la table dans la vie démocratique sur ces questions, une faiblesse en fait des journalistes politiques et économiques pour aborder ces questions dans les débats, on va dire, démocratiques, électoraux. Et vous pouvez avoir quelque chose à porter au niveau des plus jeunes, au niveau des organisations étudiantes. Vous pouvez interpeller les candidats, vous pouvez mettre sur la table des analyses comparées de différents programmes pour justement apporter un éclairage sur les plus jeunes qui souvent se sentent éloignés des enjeux climat. Et puis la dernière chose, mon sentiment personnel, c'est que la tactique purement politicienne, elle est difficile à réconcilier avec les transformations apportées dans le temps long. Quand on regarde les enjeux de développement soutenable, il y a une dimension environnement, économique, sociale, c'est quelque chose d'ensemble. Mais le calcul politique de partis politiques
il a une approche assez clientéliste, il va segmenter, il va essayer de s'adresser à une partie de la population au détriment en fait d'un projet structurant. Ça se construit plutôt dans l'opposition ou la segmentation que dans un projet pensé dans son ensemble. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, malheureusement. Et donc, je pense que c'est important d'arriver à trouver des manières pour interpeller les différents partis politiques, par exemple, de sorte à mieux expliciter ce qu'eux envisagent et de le rendre public. En conclusion, je trouvais ça intéressant de revenir vraiment sur cette notion d'engagement. Donc, on a parlé d'engagement professionnel, mais il y a aussi de l'engagement personnel. Vous en êtes tous les trois la preuve. Au BNEM, pourquoi vous avez décidé de vous engager personnellement sur ces sujets-là ? En tant qu'individu citoyen, nous avons un pouvoir de vote. Donc, aller voter, c'est déjà, je pense, une forme d'engagement de pouvoir prendre position. Et en plus, vraiment, la possibilité de s'engager. Et je laisserai du coup à Ania en parler également, parce que en fait, il n'y a pas de petites actions. Et nous-mêmes, en fait, nous avons, pour ma part, j'ai décidé d'aller au Bureau national des étudiants en école de management pour pouvoir travailler avec les étudiants de différentes écoles de management sur des sujets communs, dont la diversité sociale, l'égalité des genres, beaucoup de sujets, et notamment les enjeux écologiques. Et je pense qu'on peut s'engager à la fois associativement, bénévolement, mais aussi dans sa vie perso et de tous les jours, avoir une influence auprès de ses amis, de sa famille. J'ai animé des fresques et des ateliers d'automne. C'est une influence qui compte, je pense. Et derrière aussi, avoir une influence en politique, si on s'engage, donc ce n'est pas mon cas, ou en entreprise. Et c'est ce vers quoi je me dirige. Et j'ai décidé de me spécialiser au cours de mon parcours académique sur les sujets de transition, pour me diriger vers le monde des entreprises et du privé, parce que je crois fortement en l'entrisme. Et pour moi, c'est une forme d'engagement, et je pense que chacun peut trouver l'endroit, le lieu où il pourra s'engager à sa façon, et qu'il n'y a pas de petits pas qui existent. Et du coup, on se posait aussi la question de quels sont vos engagements dans votre vie, donc dans votre carrière professionnelle, mais aussi au niveau personnel, dans votre vie de tous les jours. Dans mon cadre professionnel, la recherche académique, on a une réflexion en ce moment de fond sur notre propre empreinte environnementale. On est parfois devant de la dissonance en fait, sur les pratiques habituelles et la réalité en fait des enjeux de baisse des émissions, plus les moyens qui sont alloués pour pouvoir décarboner. Donc le fait d'être partie prenante d'une réflexion collective, y compris éthique, c'est un point qui est extrêmement important parce que, à mon sens, cette notion d'engagement n'a de sens que quand justement on a l'intelligence collective qui peut justement permettre de surmonter le statu quo et de construire une forme de vision partagée. Donc mon engagement, je pense qui est né au moment où j'étais en thèse, donc ça fait vraiment longtemps, en réalisant le fossé entre les connaissances du monde scientifique sur les enjeux climat, même au milieu des années 90, et puis la culture générale en fait, de mes proches autour de moi, c'est faire mon maximum pour partager les connaissances et faire en sorte que d'autres puissent se les approprier. Ça, c'est vraiment pour moi ce qui est structurant dans mon parcours professionnel. Et après, sur les leviers d'action plus personnels, chez moi, en fait, on a fait notre part de décarbonation collectivement, familiale, en fait. Voilà. Mais je revendique deux choses, parce que ce sont des choses qui ne sont pas des choix individuels, mais qui ont besoin de stratégies pour les rendre accessibles. C'est se déplacer au quotidien à vélo, parce qu'il y a besoin d'infrastructures pour stocker les vélos, pour se déplacer en sécurité, parce que c'est un enjeu de santé. Tout à l'heure, j'entendais les taxis qui disaient qu'il faut des voitures partout. Non, en fait, on a un problème de manque d'activité physique. On a un problème de santé publique parce qu'on ne bouge pas assez. Donc, à mieux articuler en fait, des politiques de santé publique, bien-être physique et mental, plus de capacité à avoir une activité physique ludique au quotidien, c'est des infrastructures, c'est des politiques publiques, c'est l'accompagnement à l'école qui n'est pas là. Enfin voilà, c'est ce côté-là. Puis la deuxième chose, c'est végétaliser l'alimentation. C'est aussi en fait quelque chose qui peut présenter des bénéfices en termes de santé, en termes de maîtrise des coûts de consommation. Mais ce n'est pas vous qui allez définir, par exemple, ce qui est proposé dans votre cantine, dans votre restauration d'entreprise. Et donc, ça fait aussi partie d'approches qui demandent en fait des stratégies. Et c'est tout l'enjeu en fait d'articuler les politiques nutrition, santé et transition du système alimentaire. Voilà. Alors moi, je me suis engagée au sein du BNEM parce que, selon moi, il n'y a pas qu'un type d'engagement. Cela peut se faire à plus petite échelle
comme le BNM, ce n'est pas vraiment à petite échelle, mais plus petite que peut-être des associations qui font du lobbying auprès du gouvernement. Et donc pour moi, il y a plusieurs types d'engagements qui sont soit à plus petite échelle ou à moins d'impact, mais toujours aussi valorisables. Parce que bien sûr, on peut être Greta et activiste dès qu'on a 15 ans, ou faire du lobbying auprès des gouvernements. Mais il y a aussi d'autres sphères qui ont besoin d'entamer une transition. Et donc, nous, au BNEM, on s'engage auprès de nos établissements en croyant en la nécessité de les accompagner dans la transition en tant qu'acteurs internes de l'écosystème. Et de même, dans ma vie professionnelle, qui vient seulement de débuter, je suis le même principe, l'importance d'accompagner dans la transition en tant qu'acteur interne et pas seulement externe les entreprises. Ce qui a été aussi souligné ce matin lors de certains panels. Et donc pour moi, l'engagement, c'est pas seulement un choix de carrière, mais aussi un choix d'engagement en tant qu'employé simple d'une entreprise. Et donc peut-être pour revenir rapidement à notre enquête, je considère, et je pense Dany aussi, que nos écoles ont encore un rôle à jouer ici dans l'accompagnement de tous les étudiants et étudiantes, dans la compréhension des enjeux écologiques comme un sujet systémique qui a sa place dans chaque coin de notre système socio-économique. Parce que oui, actuellement, il y a une mise en avant des offres, des opportunités de carrière responsables, RSE, finances vertes et tout ça, mais dans des postes classiques, donc de marketing ou des postes que les écoles promues comme prestigieuses, de finance ou aussi de stratégie, les étudiants ne sont pas actuellement poussés à véritablement mener une réflexion autour des enjeux écologiques lors de leur expérience professionnelle, alors que c'est en menant une telle réflexion en tant qu'acteur interne de leur entreprise qu'on peut vraiment pousser les entreprises, nos N+1, à prendre en compte les enjeux écologiques dans leur prise de décision. En tant qu'aujourd'hui décideurs, alors que nous, on n'est que demain décideurs.